Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici afin de vous présenter une nouvelle collection d'Explorator. Vous connaissez Explorator, vous avez déjà voyagé avec Explorator et on est ravis de vous retrouver pour vous expliquer ce que nous avons à vous proposer en termes de voyage, en termes de nouveaux voyages. Donc, comment va se dérouler la présentation? Dans un premier temps, je vais laisser la main au directeur, Monsieur Hervé Tribolas-Pierre, qui va vous expliquer ce que sont les chemins d'exploration. Et ensuite, nous allons vous présenter trois de nos voyages chemins d'exploration. Donc, on va vous proposer le Sri Lanka, ensuite Madagascar, puis le Vietnam. Donc voilà, je vous laisse la main, Hervé. Merci, merci Sabrina. Donc, alors les chemins d'exploration, alors c'est pas tout à fait une nouveauté puisque vous savez que pour certains d'entre vous en tout cas, nous avons fait une première présentation de ces chemins en février 2021. Vous savez qu'il s'est passé des choses depuis tout ce temps-là. Donc, on est resté en suspension et il semble que maintenant les choses sont en train de reprendre timidement vie. Donc, du coup, eh bien, on reporte à votre attention cette nouvelle collection. Alors, les chemins d'exploration, qu'est-ce que c'est que les chemins d'exploration? Quel est l'esprit de ces chemins? Bah, tout d'abord, on va les définir par rapport au voyage que vous connaissez, que vous pratiquez depuis longtemps pour certains d'entre vous. Hein. Donc, nous avons une offre classique de découverte exhaustive des pays, du monde, des grandes régions, des pays continents comme l'Inde, comme la Chine, l'Indonésie. Et désormais, ces voyages qu'on va qualifier de classiques, enfin, qui sont traditionnels dans notre offre, on les appelle routes d'exploration parce que ce sont effectivement des voyages qui sont routiers. On voyage beaucoup, on se transporte pour aller voir cette exhaustivité des pays qui s'offrent à nous. Alors, chemin d'exploration, au contraire, eh bien, va privilégier l'exploration des régions du monde à forte concentration de nature, de culture, de rencontres, hein, comme vous aimez le découvrir chez nous. Et donc, l'idée, c'est de travailler les pays d'une autre façon, de façon géographiquement plus resserrée. Et donc, par conséquent, passer peut-être en valeur absolue moins de temps dans les voyages, mais tout en conservant le même esprit de découverte qui est l'approfondissement véritable des hommes et des femmes que nous rencontrons au gré de nos avancées. Alors, ça, c'est l'esprit. Vous voyez qu'il est quand même assez voisin des chemins, des routes d'exploration, mais concrètement, euh, ces chemins vont différer quand même. Donc, je vous l'ai dit, ces voyages seront plus courts, hein, puisque le périmètre géographique sera resserré, mais toujours avec la même densité de curiosité, de découverte à opérer dans nos recherches. Les voyages resteront en tout petit groupe parce que nous savons que c'est un format que vous aimez. Donc, nous maintenons ce principe des voyages en petits groupes, entre 4 et 8 participants. Et la grande différence, eh bien, ce sera la règle des 3 tiers. Alors, la règle des 3 tiers, ça commence d'abord par des déplacements en véhicule. Bon, mais là, pas plus en moyenne, de 3 heures de déplacement en véhicule par jour. C'est une fois qu'on a mis en place donc la possibilité de pouvoir effectuer nos découvertes, eh bien, nous laisserons aller pendant environ 3 heures des balades qui permettront d'arpenter ces chemins
soit en marchant, soit en pratiquant des expériences de découvertes, différentes. Vous verrez tout à l'heure dans les exemples qui vous seront proposés, quel est l'état d'esprit et quelles sont les ressources que l'on va mettre en œuvre pour, pratiquer ces nouvelles découvertes. Et puis, le troisième tiers, ce sera les visites de sites avec, heu, la même exigence de qualité, et pour cela, évidemment, en sollicitant, nos guides, que vous connaissez, dont vous savez, la qualité, l'envergure, intellectuelle, empathique et c'est raison pour laquelle nous les avons, sélectionnés. Et toujours, et ça c'est la signature Explorator, toujours des voyages dans les meilleures conditions de confort. Voilà, je n'en dis pas plus et je laisse aux intervenants qui suivent le soin de concrétiser cette offre et dont vous allez voir elle a 1000 facettes. Merci Hervé. Alors, avant de laisser la main à nos expertes de leur destination, je vais prendre la main pour vous expliquer en 3 catégories et vous donner quelques exemples, concrets de nos voyages. Donc je vais vous partager, quelques images. Hop. Donc voilà, donc accompagné de ces quelques images, on va donc le faire en 3 catégories. La première catégorie, ça va être, une découverte active. Donc comme, vous l'a présenté, Hervé, nous avons, donc un périmètre beaucoup plus restreint et des voyages plus courts, mais aussi, ce qui veut dire des voyages un peu plus actifs. Donc là, on a quelques images, qui peuvent, le notifier. Donc on va, par exemple, faire du motoneige à Hokkaido, comme vous le voyez sur, l'image en bas à gauche, mais on va également faire un peu plus de randonnée, des balades à vélo, des balades, en scooter électrique, par exemple, à Bagan, mais également, des balades en Vespa à Taïwan, du train local à travers les plantations de thé au Sri Lanka. Donc voilà, donc vraiment là, ce qu'on a voulu, mettre en avant, ça va pas non plus être, du canyoning et des grandes, activités, sportives, hein, parce qu'on n'est pas sur ce credo, mais voilà, on a voulu, aller un peu plus, vers des activités, qui vont vous permettre, d'avoir un petit peu une autre facette du voyage et d'entrer parfois un peu plus enfin, d'une façon différente en tout cas, en profondeur, dans le voyage. Donc ça, c'est pour la première re on va dire catégorie, donc vraiment des découvertes un peu plus actives, sur ces voyages. Ensuite, dans un second temps, ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est vraiment le côté expérientiel, le partage au cœur du voyage. Donc pareil pour, par exemple, il va y avoir des démonstrations, des pratiques, de tir à l'arc, au Bhoutan, mais également de la nage en rivière, souterraine au Vietnam. Donc vraiment, c'est, des expériences, très singulières. Il y a également, le motoneige à Hokkaido. Il va y avoir des cours de tai chi au Sichuan. Donc vraiment, c'est, des découvertes, des balades, ça peut être des balades aquatiques, des balades plus pédestres, mais aussi, vraiment des rencontres, on va dire, avec les populations. Donc vraiment, on a également voulu mettre en avant ce côté expérience et partage qui, pour nous, a beaucoup de sens, dans le voyage et on sait que ça vous plaît aussi et que d'entrer en immersion et en expérience, c'est des choses que vous gardez vraiment, dans vos voyages, à votre retour. Et pour finir sur la troisième catégorie, c'est toute la partie hébergement et également, immersion, parce que les hébergements, c'est une expérience également en soi, en fonction de l'hébergement qu'on choisit et qu'on sélectionne pour vous. Ça peut être, par exemple, dormir à bord d'un dhobier, en Égypte, faire du bivouac, au Yunnan, mais également dormir dans les fameux, ryokan, au Japon, donc ces hébergements, typiques, japonais,
de profiter des onsen, qui sont les bains japonais, mais également, voilà, dormir, une nuit en monastère, par exemple, au Népal, des écologes au Sénégal. Donc vraiment et bien sûr, les fameuses nuits chez l'habitant qu'on a à cœur de maintenir quand c'est possible pour être, bah, encore plus en immersion, dans les populations locales, de comprendre plus, le pays et ses populations. Donc voilà, un petit peu, un petit, panorama, de ce que nous vous proposons à travers ces voyages. Donc voilà, le cœur d'Explorator, reste le même, mais voilà, on a décidé de vraiment, entrer et proposer de nouvelles choses, sur ces voyages. Donc, dans un premier temps et sans plus tarder, je vais laisser la main à Valentine. Valentine qui est experte de la destination, productrice de la destination Sri Lanka, mais également de bien d'autres. Mais ce matin, nous allons vous parler, et elle va vous parler surtout de ce fameux voyage au Sri Lanka. Merci Sabrina. Donc bonjour à tous. Donc moi je vous emmène au Sri Lanka. On va commencer donc notre voyage à Colombo, qui est la capitale du pays, qui compte environ 600 000 habitants. Donc à Colombo, ce qui est intéressant à voir, c'est notamment son quartier historique, qui regorge en fait de bâtiments aux grandes influences coloniales, puisqu'il faut savoir que le Sri Lanka a été colonisé à la fois par les Portugais, les Néerlandais et les Britanniques. Vous verrez également la mosquée qu'on voit en fait sur la photo en haut à gauche, la mosquée Jammu Lalfar, qui a une architecture assez particulière. Donc c'est une ville intéressante à découvrir. On s'en va ensuite à Negombo, qui est une ville de pêcheurs située sur la côte ouest. Il faut savoir que son port de pêche est l'un des plus importants du pays. Donc, tôt le matin, on va découvrir son marché aux poissons et notamment assister à une vente aux enchères. Donc, vous voyez sur la photo au milieu à gauche, une vente aux enchères de l'eau de thon jaune à laquelle j'ai assisté quand j'y suis allée. Donc, c'est assez intéressant de voir comment est négocié le poisson. Et puis, de l'autre côté de la rue, on retrouve aussi la vente au détail pour tous les particuliers qui souhaitent acheter du poisson frais. Une particularité aussi de Negombo, c'est que la majorité des habitants sont chrétiens. Donc, on retrouve une grande concentration d'églises dans la ville qu'on pourra bien sûr visiter, qui sont intéressantes à visiter. On s'en va ensuite un peu plus au nord, dans le triangle culturel, qui est le cœur historique du Sri Lanka et qui regroupe donc plusieurs vestiges du passé et des sites d'importance culturelle majeure, notamment des anciennes capitales, des temples, des stupas, des statues de Bouddha ou encore des monastères. Donc, on va s'en aller à Ritigala, faire une marche d'environ 2 heures aller-retour dans la jungle pour y découvrir les vestiges du monastère bouddhique de Ritigala, qui, on le verra, a été construit par paliers et qui était en fait assez étendu dans la jungle. Donc, c'est assez impressionnant en fait de découvrir comment a été construit ce monastère en plein milieu de la jungle. Donc, c'est une marche assez facile, hein. Il y a quelques escaliers à monter, mais rien de bien difficile. On s'en va ensuite au site de Sigiriya, donc site archéologique majeur du Sri Lanka qui est classé à l'UNESCO, qui est aussi appelé le Rocher du Lion. Donc c'est tout simplement un rocher de 370 mètres qui abrite une forteresse à l'histoire assez singulière. Donc il faut être quand même assez en bonne condition physique pour pouvoir monter jusqu'au sommet, puisqu'on va quand même gravir 1300 marches. Et donc au sommet, on a une vue, panoramique sur la jungle et puis, sur la ouais, sur la jungle en fait, ouais, voilà, c'est très intéressant à voir et on va également, voir, les vestiges de cette ancienne forteresse, sur ce rocher. On s'en va ensuite dans le petit village de Iriwaduna qui est donc, vous le voyez sur la carte, toujours, en haut, au-dessus de Sigiriya. On va se balader en pirogue sur le lac du village avant de déjeuner chez l'habitant. Donc encore là, une expérience assez sympathique puisqu'on va observer la préparation de plusieurs plats traditionnels sri-lankais.
et puis pouvoir échanger avec la famille qui nous accueille. Donc il faut savoir que le poisson est le mets principal au Sri Lanka, que l'on accompagne souvent de riz et de légumes. Donc vous le voyez là sur la photo, au milieu à droite, c'est la cuisine donc de cette femme qui nous a accueillis chez elle, qui est, on peut le voir, assez bien aménagée. Et puis également, l'assiette que j'ai mangée quand je suis allée sur place. Donc vous avez une petite photo, voilà, comme on vous le montre à l'écran. Ensuite, on s'en va à Polonnaruwa, qui est une ancienne capitale du Sri Lanka, qui a été capitale entre le 11e et le 13e siècle. C'est donc un immense parc archéologique d'environ 120 hectares qui est classé à l'UNESCO et qui abrite les vestiges de l'ancienne cité, qui est plutôt bien conservé. Bon, il y a quand même beaucoup de vestiges, mais également aussi des temples et des palais plutôt bien conservés. Vous voyez notamment le Galviera en bas à gauche. Donc, ce sont 3 Bouddhas qui ont été sculptés dans la roche, qui sont très bien conservés. Et donc, cette visite, on va la faire à vélo, puisque le site est assez étendu. Donc, c'est plus pratique, en fait, que de visiter à pied, puisqu'à pied, ça mettrait beaucoup plus de temps. Donc voilà, et puis c'est agréable de pouvoir visiter à vélo. On s'en va ensuite à Dambulla. On va visiter notamment le marché de gros de Dambulla et également son temple rupestre qui est le plus grand du genre dans le pays. Donc vous avez une petite photo en haut à gauche. Donc très intéressant, et puis c'est un temple qui surplombe en fait la ville de Dambulla. Donc un temple très intéressant à visiter. On s'en va ensuite à Matale, où là, on va faire une petite visite d'un jardin d'épices pour découvrir les arbres et également les plantes qui permettent d'obtenir des épices, et puis en apprendre davantage sur la culture et les bienfaits des épices, notamment la citronnelle, la cannelle ou encore le gingembre. Et puis ensuite, on s'en va un peu plus au sud à Kandy, qui est l'ancienne capitale du royaume de Kandy entre le 16e et le 19e siècle, et qui est aujourd'hui la capitale religieuse du Sri Lanka, notamment par son temple, le Dalada Maligawa, qui est également appelé le temple de la dent sacrée, puisqu'il garderait en effet une relique de la dent du Bouddha. Et donc, c'est un lieu de pèlerinage pour tous les bouddhistes du pays, et qui est pour moi le plus beau temple que j'ai visité au Sri Lanka. Vous avez d'ailleurs une petite photo en bas à gauche de votre écran, une photo qui est prise de haut. À côté de Kandy, on va visiter le jardin botanique de Peradeniya, qui est un ancien jardin royal où on retrouve une variété de plantes différentes et également des arbres dont certains sont âgés de plus de 200 ans, donc c'est assez impressionnant à voir. Et puis c'est agréable de pouvoir se balader dans ce jardin. Une des particularités de Kandy aussi, c'est la danse traditionnelle kandienne. On va donc être accueilli chez l'habitant, où on pourra assister à une démonstration donc, de danse traditionnelle kandienne. Donc vous voyez en haut à gauche la photo donc, du fils et son père qui est juste derrière. Et donc c'est le fils qui va nous faire une démonstration de cette danse assez particulière, et c'est intéressant de savoir que chaque geste en fait a sa propre signification. On s'en va ensuite un peu plus au sud. Là, on est vraiment dans la région montagneuse entre Kandy et Ela. Donc là, le paysage change vraiment puisqu'on se retrouve au milieu des plantations de thé à perte de vue. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de visiter une plantation et de peut-être pouvoir rencontrer les femmes donc cueilleuses qui travaillent dans ces plantations. Vous avez notamment une photo au milieu à gauche. Et donc, oui, il faut savoir qu'au Sri Lanka, ce sont les femmes qui cueillent, qui travaillent dans ces plantations, et les hommes qui sont responsables des plantations. Voilà, ça se passe comme ça au Sri Lanka. Et après cette visite de plantation, on visitera une fabrique. Donc vous avez une petite photo au milieu à droite qui vous décrit donc les différentes
étapes de fabrication du thé. Et puis à la fin, on aura une petite dégustation de thé. Vous avez une petite photo des différents thés que j'ai pu goûter quand j'étais sur place. Et donc après, on prendra le train. Donc là, vous avez une petite photo en bas à droite du train au Sri Lanka qu'on va prendre. Alors, c'est un moyen de transport que beaucoup de Sri Lankais utilisent, un moyen de transport lent, agréable, puisqu'on va voir la végétation changer au fur et à mesure des kilomètres. On va notamment traverser des plantations et de thé, et également des forêts. Donc, c'est une expérience assez dépaysante et enrichissante. Et puis, on arrive donc à Aputale, où là, on va faire une randonnée au Mini Adams Peak, une randonnée facile d'environ 2 heures aller-retour. Et on la fera tôt le matin pour éviter le monde, puisque c'est une randonnée assez prisée quand même. Et donc, au bout de cette randonnée, on a une vue panoramique sur la vallée et sur les alentours des lacs. On s'en va ensuite à Udawalawe, dans le parc national d'Udawalawe. Donc, ce parc abrite une grande partie des éléphants du pays. Donc, on va y faire un safari accompagné d'un chauffeur expérimenté, bien sûr, en 4x4. Je vous ai mis une petite photo du 4x4 et des éléphants donc, dans le parc qu'on a vu dans le parc d'Udawalawe. Et on peut également y voir des mangoustes, des buffles d'eau, des macaques à toque, des langurues et différentes variétés d'oiseaux. Donc, c'est également une visite à faire au Sri Lanka. Et puis, à côté, donc toujours à Udawalawe, mais en dehors du parc, on va visiter un complexe qui vient en aide aux éléphants orphelins. Donc, ce sera l'occasion de rencontrer les soigneurs qui soignent ces éléphants au quotidien. Et ces éléphants, une fois qu'ils sont en bonne santé, ils sont relâchés dans la nature, principalement d'ailleurs dans le parc national d'Udawalawe. Vous avez une petite photo en bas à gauche. Et puis ensuite, on se dirige à l'extrême sud du pays, à Digvela. Là, on aura du temps libre pour vous laisser la possibilité de pratiquer des activités nautiques. Donc, par exemple, une initiation à la plongée sous-marine ou une initiation au surf. Ou si vous voulez aussi vous reposer sur la plage, c'est possible, bien évidemment. Et puis ensuite, on va se diriger vers Abaradua pour visiter une ferme aux tortues, donc qui consiste en la sauvegarde des tortues qui viennent se reproduire sur les plages du Sri Lanka. Et donc, après un court séjour dans les bassins, ces tortues sont relâchées dans l'obscurité sur les plages du Sri Lanka. On finit notre voyage à Gale, située donc au sud-ouest du pays. C'est une ville donc fortifiée, construite au XVIe siècle par les colons portugais. Donc, on y retrouve un mélange de styles architecturaux à la fois européens et asiatiques, et qui est facilement visible au travers des différents bâtiments de la ville. Et on peut également y découvrir des anciennes demeures néerlandaises. Voilà, et puis on finit notre voyage à Colombo avant de retourner à Paris. Merci beaucoup Valentine pour cette belle présentation du Sri Lanka. Ça me donne envie. Je vais maintenant passer la main à Gwendoline, que vous connaissez peut-être un peu plus parce qu'elle est également au service commercial à mes côtés, mais elle a double casquette et elle est également chargée de certaines destinations d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est du côté de Madagascar qu'elle va nous emmener. Gwendoline, c'est à toi. Merci Sabrina. Oui, alors effectivement, donc, pour, cette collection de chemins d'exploration, j'ai choisi l'extrême sud de Madagascar pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord, c'est une région particulièrement authentique car très peu visitée, sûrement due à son manque d'infrastructures. Mais c'est une région qui est vraiment, à part, et qui mérite d'être découverte. On y découvre vraiment des paysages complètement différents, du reste du pays. Donc c'est un voyage de 15 jours, dans une région très pauvre. Donc effectivement, les conditions de voyage, sont un peu différentes, par rapport à route d'exploration, dans le sens où, il y a peu de choix d'hébergement.
Donc, on va avoir aussi bien des hébergements très confortables que des toutes petites structures et parfois il peut y avoir des coupures d'électricité. Mais par contre, l'avantage du fait de la faible fréquentation, c'est que ça se trouve toujours dans des lieux assez paradisiaques. Donc voilà. Ensuite, ce circuit, il est plutôt axé sur la nature et les rencontres qu'on va pouvoir y faire tout au long du circuit. En effet, Madagascar, il y a énormément d'ethnies différentes, 18 au total et c'est vraiment particulièrement intéressant d'échanger à chaque fois avec elles. Donc notre voyage commence à Tana. On arrive à l'aéroport d'Antananarivo. Pour ceux qui le souhaitent, on peut faire un pré-tour ou un post-tour dans la ville. C'est assez intéressant. Il y a des choses à visiter également. Et puis, on va prendre un vol intérieur pour Tuléar pour arriver sur la côte ouest. Et de là, on va partir vers Anakao en bateau. Parce que par la route, ce serait très, très long. Et puis bon, c'est un petit peu plus agréable de faire un peu de bateau. Et donc on va découvrir le village de Saint-Augustin, qui est un village de pêcheurs. Donc c'est assez sauvage et pittoresque. Donc ils vivent principalement de la pêche, mais on va aussi retrouver beaucoup de cultures de manioc, de maïs, des troupeaux de zébus, de chèvres et de moutons. Et c'est donc une ethnie qui a conservé encore énormément de tabous et les us et coutumes sont très importants pour eux. Donc on pourra découvrir tout ça dans la tranquillité de leur petit village et puis découvrir aussi leur hospitalité. Donc et tout ça dans un cadre vraiment magnifique au milieu des lagons et des belles plages de sable blanc. On va poursuivre sur l'île de Nocivé, qui est une île corallienne, donc toujours au milieu enfin, avec des eaux très claires qui va nous permettre de découvrir la faune aquatique, donc avec beaucoup de poissons multicolores. On peut les observer à l'œil nu, mais aussi pour ceux qui le souhaitent, on emmènera des tubas pour faire un petit peu de snorkeling et Nocivé, c'est aussi un lieu de nidification du paillenqueux, qui est un très bel oiseau que vous pouvez voir sur la mosaïque en haut à droite, qu'on peut retrouver à l'île Maurice, mais si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près tout. C'est Madagascar et l'île Maurice. Et puis au retour sur la terre ferme, on partagera un petit moment aussi avec les pêcheurs qui rentreront au coucher du soleil. Donc c'est très joli parce que ils pêchent sur des pirogues multicolores avec des jolies voiles carrées. C'est pour les amateurs de photos, c'est un bon moment. Pour les autres aussi quand même, hein, on va pas se le cacher. Et puis ensuite, on va poursuivre vers Ambola. Donc Ambola, on va partir à la rencontre d'une association qui s'appelle ABC Domino, qui milite pour la scolarisation dans le sud de l'île. Donc forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sud étant particulièrement pauvre, il y a des grosses difficultés de scolarisation. Eux, ils ont ouvert cette première école justement à Ambola en 2006. Et en 2021, elle accueillait presque pas loin de 600 enfants pour 12 professeurs. Ça fait beaucoup d'enfants par professeur, mais ça fonctionne plutôt bien et ils ont développé au fil des années tout un tas d'infrastructures annexes. Donc on va pouvoir déambuler au milieu de l'association à la découverte de la cantine, des logements enseignants, des sanitaires, des jardins potagers, de l'école qu'ils auront voilà, au fil des ans construits. Et donc on pourra échanger avec les membres de l'association et puis passer un moment aussi avec les enfants. Donc c'est vraiment un moment de partage assez privilégié. On va emprunter ensuite une terre rouge très rouge que vous pouvez voir en bas à droite pour aller dans le parc de Tsimanambetseotsoa, qui est un site classé Ramsar. Donc les sites classés Ramsar, ce sont
des zones humides d'importance internationale où on retrouve la présence d'espèces de poissons et d'oiseaux vulnérables. Donc là, on va commencer par une rando entre 3 et 4 heures. Les randonnées ne sont pas compliquées. Au milieu de forêts de baobabs et d'épineux, donc c'est un écosystème vraiment particulier. Et on va retrouver également en cet endroit l'unique lac salé du pays. Et selon les heures de la journée, les couleurs du lac sont très, très changeantes, du fait notamment de la salinité. Donc ça va du blanc au vert en passant par le bleu turquoise. C'est assez impressionnant. Là, on va retrouver un grand nombre d'oiseaux endémiques, dont le koa de Véro ou le pluvier de Madagascar. Et puis également beaucoup de flamants roses qui viennent aussi nidifier ici. Et donc 4 espèces de lémuriens, dont le plus connu, le plus répandu également, le lémur kata et puis le propithèque. Des tortues, des reptiles et puis plusieurs grottes également issues d'effondrements calcaires qu'on va pouvoir visiter avec des rivières souterraines. Donc c'est vraiment un lieu paradisiaque. Ensuite, on va reprendre la route en direction d'Itampolo. Donc Itampolo, où on le verra tout au long de notre trajet, on pourra observer des tombeaux Mahafali, donc comme on peut voir en bas à gauche, un peu tout au long de la route. Et en fait, ils ont la particularité de posséder tous des poteaux très colorés et tous différents, parce que ces poteaux expliquent en fait le statut social du défunt. Donc c'est assez intéressant, ils sont tous différents, c'est assez joyeux. Le rapport à la mort à Madagascar est complètement différent de chez nous. C'est toujours assez festif. Donc on pourra échanger là-dessus et puis notamment sur l'ethnie Mahafali. Et puis donc on va continuer par 3 heures de randonnée en direction de la grotte Oasis au coucher du soleil, toujours à la rencontre des lémurs. Voilà. Et puis donc les lémurs qui sont endémiques à Madagascar, hein. Et quel que soit le lémur, on ne retrouve pas de lémurien ailleurs. Et ensuite, on va quitter la côte, remonter un petit peu sur le plateau de Saodona pour observer les colonies de tortues que l'on peut observer en toute saison et qui sont vraiment très tranquilles dans cette zone, parce qu'elles sont aujourd'hui encore considérées comme tabous par les populations. Donc voilà, on pourra vraiment les observer dans de très bonnes conditions. On va continuer ensuite par le Cap Sainte-Marie, donc par une randonnée entre plage, dunes et lagons, une randonnée d'à peu près 3 heures. Entre juin et octobre, on pourra aussi y observer les baleines à bosse qui viennent s'y reproduire. Et donc le Cap Sainte-Marie, c'est le point le plus méridional du pays et donc du circuit. Et c'est vraiment une impression de bout du monde. C'est un paysage vraiment spectaculaire. Voilà. Et pour finir, on ira dans la région de Berenti, donc dans la réserve de Berenti, qui est un sanctuaire pour les lémuriens. On en retrouve 8 espèces. Sanctuaire, pourquoi? C'est aussi parce que la population étant particulièrement pauvre, ils sont chassés pour la nourriture, bien que ce soit interdit. Et donc, c'est vraiment un lieu pour eux où ils peuvent être tranquilles. Donc, il y a notamment le beau lémur Sifaka. Beaucoup de papillons, de caméléons. À Madagascar, on observe énormément de petites faunes, mais toujours très colorées. Donc, c'est incroyable. Donc, notre guide sera notre lien entre la nature et nous, pour nous expliquer les essences d'arbres. Et puis, là-bas à Madagascar, tout a une utilité et les guides connaissent particulièrement bien cela, et donc ils pourront vous transmettre tout leur savoir.
On va également pouvoir profiter d'une randonnée de nuit, donc 2 heures, pour observer la faune nocturne, dont le plus petit lémurien, le microcèbe, qui est très actif la nuit et qu'on ne peut pas du tout observer le jour. Le lendemain, on poursuivra notre découverte de Bérénty par une randonnée de 6 heures, donc au milieu des forêts de tamariniers et d'épineux. Une très belle végétation, toujours très impressionnante. Et puis, on va reprendre la piste jusqu'à Fort-Dauphin. Hem, donc là, on va découvrir la ville et son fort, donc construite par Richelieu, dans le but d'introduire le catholicisme sur la région. Donc on va découvrir, ces vestiges et puis autour de Fort-Dauphin, il y a aussi, d'importantes légendes de pirates, car la piraterie a été très présente à Madagascar. Pour ceux qui connaissent, l'île de Sainte-Marie, c'est aussi un 2e spot, très important pour les légendes de pirates. On retrouve aussi des tombes encore. Et puis donc, de Fort-Dauphin, on prendra le bateau une dernière fois jusqu'à la baie de Locaro pour, traverser la mangrove. Là encore, on rencontrera des pêcheurs, un petit village de pêcheurs, et on pourra profiter d'une randonnée, à travers les sentiers sauvages et c'est assez rocheux aussi. Donc 4 heures de randonnée aller-retour, et en cours de randonnée, on s'arrêtera sur la plage pour un dernier pique-nique, de poissons grillés et puis donc ce sera un moment aussi d'échange avec les pêcheurs. On pourra aussi s'y baigner, et puis, on rentrera, à Fort-Dauphin, puis, on reprendra l'avion pour Paris via Antananarive toujours. Voilà. Merci beaucoup Gwendoline pour cette belle présentation. Ça nous donne envie aussi sur un autre, complètement un autre circuit, mais vraiment, merci beaucoup. On va maintenant retourner en Asie. On va laisser la main à Clémence qui va nous faire découvrir, le Vietnam. Donc Clémence, je te laisse la main. Merci Sabrina. Bonjour à tous. Donc moi, je vous emmène à nouveau en Asie, mais en Asie orientale, voilà, au Vietnam. Donc toujours pour introduire un peu cette collection chemin d'exploration. Moi, j'ai choisi 2 grandes régions du Vietnam qui, pour moi, se prêtaient assez bien à voilà, cette nouvelle collection. C'est donc le nord-nord-ouest du Vietnam et le centre Vietnam. Donc là, on est sur un voyage de 17 jours. Petite précision technique, donc nous sommes 15 jours sur place au Vietnam, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de visa, pour ce voyage, puisqu'on a une exemption de visa au Vietnam pour les voyages, ne dépassant pas 15 jours sur place. Donc assez pratique pour s'y rendre. Ça évite trop de paperasserie, voilà et ce sont 2 régions qui sont très agréables à découvrir, au printemps et en été également, ce qu'on n'imagine pas toujours pour le Vietnam. Mais voilà, le nord, du pays et le centre surtout sont des régions assez agréables en été. Donc c'est pour ça que j'ai prévu aussi, quelques dates, voilà, au mois de juillet, au mois d'août. Donc, nous arrivons avec ce voyage à Hanoï, bon, la capitale, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. L'idée, c'est toujours aussi, dans cette collection, d'avoir une approche un peu différente, des sites qu'on va visiter, des villes qu'on va visiter. Donc Hanoï, on va, se balader. Alors c'est quelque chose, vous me direz, qu'on fait, régulièrement dans nos voyages, classiques explorateurs, mais bon, là, on prend un peu plus le temps de la flânerie. Voilà, on va être 3 heures à marcher dans la s'arrêter, flâner, regarder les bâtiments un peu rétro, qui sont vraiment, des pépites architecturales à Hanoï. Voilà, découvrir, redécouvrir tout ce patrimoine, à la fois colonial, un peu art déco, donc vraiment très joli à voir. L'occasion de prendre des photos si on veut aussi et de prendre un peu le temps de la flânerie. Des petites expériences sympas aussi comme, ce que vous voyez en haut à droite, donc cette petite, voie ferrée qui passe au milieu des maisons dans des quartiers très populaires de Hanoï. Et on prendra ce train donc qu'on appelle la petite ceinture, avec les locaux évidemment.
qui permettra aussi de rejoindre l'ancien pont Paul Doumer, donc de nous replacer dans un contexte historique, qui résonne toujours aussi, pour les Français d'une manière particulière. Et puis, on fera du vélo aussi à Hanoï, voilà, donc une façon de découvrir, d'aller voir des bâtiments ou des monuments, de grande beauté comme le temple de la littérature, mais voilà, on y accède, différemment cette fois-ci. On est moins dans le bus et plus à pied, plus à vélo. On quittera ensuite Hanoï pour, la mer. Voilà, donc non pas la baie d'Along qui est peut-être plus courue et plus connue que la baie de Lanra, mais cette petite baie de Lanra qui est au sud de la baie d'Along, beaucoup moins fréquentée que la baie d'Along, parce que la baie d'Along est devenue quand même, au fil des années, très, très fréquentée, très touristique. Donc nous, toujours l'idée voilà, d'explorer des endroits un peu plus secrets. Cette baie de Lanra, on y accédera par l'île de Kadba. Voilà, donc vous voyez en bas cette grande photo, qui vous montre un peu à quoi ressemblent ces petites criques, aux eaux, émeraudes, voilà, qui ponctuent évidemment cet immense espace que représente, le golfe du Tonkin. Et donc, cette baie de Lanra, on y séjournera en jonque privatisée, donc ce qui nous permettra, d'être très libre aussi dans, voilà, les endroits où on veut accoster, une petite crique par-ci, une petite crique par-là. On aura la liberté de faire du kayak aussi de manière, un peu, voilà, sur mesure. Et puis on fera une grande randonnée sur l'île de Kadba qui est vraiment, un des derniers sanctuaires, de la région, pour, une faune et une flore endémiques, notamment le langur qui est un petit singe, très amusant à voir, voilà, tout noir avec une tête, un pelage, roux, flamboyant et qui est une espèce qui est menacée d'extinction. Donc aussi, ça nous permettra d'apprécier aussi ce qui est au Vietnam est en train d'émerger, c'est, vraiment, une idée de nationaux, des structures, voilà, pour à la fois faire vivre, des régions, plus paysannes et protéger la nature. Donc, après l'île de Kadba, nous allons, revenir sur la terre ferme et partir à l'intérieur des terres dans la région de Ninh Binh. Alors Ninh Binh, c'est la baie d'Along terrestre. C'est la photo que vous voyez donc en haut à gauche. C'est ce paysage absolument extraordinaire de rizières à perte de vue et d'où émergent des pins de sucre karstiques, voilà, phénoménaux qui rappellent le paysage de la baie d'Along, mais sur terre. Donc on voit bien la continuité, géologique aussi de cette région avec le karst, ces pics karstiques qui continuent à aller jusqu'au cœur, de la voilà, des rizières. Là, on fera une balade en sampan, sur cette rivière que vous voyez qui traverse, les rizières. On pourra ramer d'ailleurs nous-mêmes, puisqu'il y a toujours cette idée d'être actif dans nos voyages, chemins d'exploration. Et puis on fera une grande balade à vélo, de 3 heures dans l'après-midi, qui nous permettra, donc ce sont des paysages qui sont assez faciles à parcourir à vélo, qui nous permettra, d'avoir aussi une toute autre approche, de ces territoires et puis d'aller découvrir de petits temples un peu cachés dans la nature. Donc toujours cette idée aussi, d'aller à pied ou à vélo vers la découverte, de certains sites ou certains lieux que l'on ne pourrait peut-être pas découvrir avec des voitures, avec des véhicules plus classiques. Donc toujours cette idée d'immersion. Voilà. À Ninh dans la baie d'Along terrestre, on dormira dans un très, très joli hôtel. Là aussi, moi, j'ai souhaité conserver des hôtels qui soient toujours à la fois, heu, en immersion le plus possible dans la nature, mais aussi assez hédonistes, donc des hôtels agréables, confortables, où on peut se reposer le soir puisque ce sont des voyages qui sont un peu engageants physiquement et donc on a envie d'avoir, voilà, un peu de confort, un peu de calme le soir quand on se retrouve à l'hôtel. Donc là, on sera au Tam Cock Garden en pleine nature. C'est vraiment un hôtel très sympathique. On continuera notre périple, vers l'ouest, vers la réserve de Pulong. Cette réserve de Pulong, c'est, un territoire de l'ethnie thaï.
Donc, plus on va à l'ouest du Vietnam, à l'ouest et au nord-ouest, plus on est dans des territoires très montagneux, voilà, et où vivent de nombreuses ethnies, hein. C'est vraiment la région des ethnies autres que l'ethnie viet. Et là, on sera chez les Thaïs. Voilà. Donc, ce sera l'occasion durant 2 jours. On aura une petite balade en radeau de bambou, là encore, histoire de découvrir, ces paysages magnifiques, sur une petite rivière, la petite rivière Cham. L'occasion de découvrir le système des norias, voilà, la façon d'utiliser l'énergie de la rivière, par les locaux, thaïs. Et puis le lendemain, un grand trek de 3 heures au milieu des rizières, voilà, qui nous permettra d'aller à la rencontre des villageois, d'être vraiment en immersion dans ces paysages magnifiques de rizières aussi en terrasse, qui ont été sculptés par l'ethnie thaï, bien sûr, depuis des générations et des générations, et qui nous mettent au cœur à la fois de leur système économique, de leur système social aussi. Et on aura l'occasion d'échanger avec eux justement sur comment ils se retrouvent aussi dans la modernité de ce Vietnam, et comment ils arrivent à faire perdurer leur tradition. Voilà. Alors, et là, on sera logé encore une fois dans un très, très joli, écolodge qui s'appelle le Pulong Resort, dont vous voyez la photo au centre avec une belle piscine, qui surplombe toutes ces rizières en terrasse à perte de vue. Donc, encore, un lieu très, très axé sur la nature. Et puis, bon, là, on quittera le nord du pays pour, le centre et la région de, Cat Ba. Alors, on prendra le train depuis Tan Hoa, donc qui est une petite ville au sud de Pulong, pour Dong Roi, donc qui est un peu la porte d'entrée de ce grand parc, national de Phong Nha Kebang. Alors, on prendra le train. Le train au Vietnam, c'est un peu comme au Sri Lanka, c'est vraiment une expérience à vivre. Voilà, moi j'ai privilégié un train de jour parce que on longe des paysages côtiers qui sont absolument phénoménaux. On a des grandes montagnes qui tombent à pic dans la mer de Chine méridionale. Et puis par contre, parfois on longe des grandes lagunes sablonneuses, assez plates, où on verra des pêcheurs qui jettent leurs filets. Donc vraiment, des paysages très changeants, magnifiques, qui nous donnent aussi, l'idée de les distances parcourues. Là, ça sera un peu le seul trajet qui sera un peu long, parce qu'on sera quand même 6 heures dans le train, mais on déjeunera à bord, on passera l'après-midi à bord, ce sera l'occasion de se reposer, de rencontrer des locaux, d'échanger aussi avec ces Vietnamiens, qui arpentent leur pays, voilà, et ce Vietnam, moderne aussi qui évolue. Et on arrivera à Phong Nha Kebang. Alors, Phong Nha Kebang, vous voyez un peu quelques images de ces grottes. C'est un immense parc national qui a été classé assez récemment d'ailleurs, parc national en 2001, et dont on ne sait de nouveaux lieux, de nouveaux sites, de nouvelles grottes. C'est assez inépuisable comme paysage. Et on a notamment, la grotte de Son Doong qui est la plus longue grotte du monde, qui fait plus de 5 kilomètres de long. Donc c'est vraiment tout un univers souterrain extraordinaire qu'on vient de découvrir finalement récemment. Cette grotte a été découverte, je crois, en 2009. Et donc on commence juste à exploiter un petit peu, sur le plan de la découverte, voilà, touristique. Donc, dans ces grottes de Phong Nha Kebang, on va, bien sûr, marcher. On va aussi, faire une croisière, dans la rivière souterraine, qui est aussi, l'une des plus longues rivières souterraines du monde. Donc l'occasion d'arpenter ces rivières au milieu de ces paysages, souterrains absolument mais inouïs, de stalactites bien sûr, donc des expériences très, très fortes, très particulières. On fera aussi de la nage en rivière, souterraine, donc on sera bien équipé, bien sûr, ce sera l'occasion de marcher dans l'eau, de nager, donc c'est une expérience très, très agréable, bon, un peu engageante sur le plan physique, mais rien d'infaisable, hein. On reste quand même dans des activités qui sont accessibles à toutes les personnes en bonne forme. On découvrira aussi
au cœur de ce parc qui a une nature très variée, la vallée de Mada, qui est une vallée un peu perdue, donc il faudra marcher, 2 heures et demie pour arriver dans cette vallée perdue avec, une faune encore très une flore très préservée, on fera un bivouac, cette nuit-là dans cette vallée, histoire d'être aussi en harmonie, et en symbiose avec une nature, préservée. Voilà, on pourra se baigner dans des petits lacs, et puis on reviendra à la civilisation. Donc on a 3 vraies journées pour profiter de ce parc parce que c'est vraiment, quelque chose d'assez, singulier au Vietnam au niveau à la fois des paysages et des expériences, voilà, possibles. Donc, quand on quittera le parc de Phon Ngoc Bang, on se dirigera encore un petit peu plus vers le sud, mais on reste toujours dans le centre du Vietnam, hein, ce qu'on appelle l'ancienne Annam, et on se rendra vers Hue, qui est l'ancienne capitale impériale du Vietnam. Voilà. Sur la route de Hue, on s'arrêtera dans un petit village qui est le village de Phuoc Tich, ravissant village qu'on explorera à pied aussi. Donc l'occasion de se dégourdir un peu les jambes, de flâner, d'aller à la rencontre des villageois, de voir, comment vivent ces villages côtiers au Vietnam, voilà, au XXIe siècle, qui ont conservé d'énormes traditions, à la fois d'artisanat, des traditions, agricoles bien sûr. Et puis, qui sont aussi entrés, à leur manière dans la modernité. Alors voilà, en arrivant à Hue, moi c'est une région Hue que j'aime énormément, enfin c'est une ville que j'aime beaucoup, une ville d'une grande élégance, puisque c'était l'ancienne capitale impériale bien sûr de la dynastie, Nguyen au 19e siècle. Donc c'est une ville, avec sa citadelle qui inspire le calme, la sérénité, la flânerie, donc qui se prête très, très bien aussi à ces découvertes que l'on propose, dans notre collection Chemin d'exploration. On parcourra la ville à vélo, on se baladera à pied, on ira prendre, un café dans une ancienne maison jardin, qui sont des très, très belles maisons, des demeures un peu nobles, de la ville de Hue. On sera accueillis par une ancienne famille princière, donc les descendants, des princes, de la ville. Voilà, notamment les 3 filles, de cet ancien enfin de ce prince, de Hue qui nous accueilleront. On ira se promener aussi du côté des tombeaux des anciens empereurs, Nguyen. Donc la photo que vous voyez ici en haut à gauche, le très beau site, du tombeau de l'empereur Tuduc, hein, donc c'est un empereur du 19e siècle, voilà, qui est un site absolument magnifique sur lequel on a envie de rester, de flâner au milieu d'une pinède parce qu'aussi toute la région de Hue est pleine de charme parce que c'est planté d'arbres, de pins, donc on a beaucoup comme ça de jolies, bâtisses qui sont noyées dans les pins, donc on a vraiment envie d'y flâner, de s'y balader. Voilà, ce sera encore une fois l'occasion de découvrir un site, d'intérêt historique, mais d'une manière un peu décalée. Voilà, donc on continuera aussi, avec la découverte, donc on descendra, plus au sud pour, terminer à Hoi An. Sur le chemin, on s'arrêtera à Da Nang, qui possède un musée, voilà le musée, Cham qui est absolument, unique en son genre, puisque là on est dans une région qui a été, au XVe siècle, peuplée, par les Cham qui étaient voilà, une ethnie, musulmane qui arrivait bien sûr, par l'ouest et qui s'est, installée ici, dont on trouve d'ailleurs, quelques vestiges dans les grottes de Phong Ngoc Bang, voilà, c'est assez intéressant aussi d'un point de vue, historique. Et donc à Hoi An, on terminera notre voyage, dans cette très, très belle région de Hoi An. Hoi An, c'est cette petite ville, absolument, très joliment restaurée que vous voyez, ici de nuit au centre, la photo qui est au centre de cette diapositive. Parcouru, hein, qui fait partie, effectivement voilà, des grands sites, touristiques à voir au Vietnam. Mais c'est une ville dans laquelle on va un peu s'attarder, donc on va, s'y balader en prenant le temps, à pied, toujours, à pied. Heu et puis on sera logé, au bord, de la mer.
voilà, histoire le soir de profiter de très belles plages comme vous voyez ici à gauche, dans un hôtel très confortable. Et puis on passera une journée, à explorer aussi les environs de Hoi An parce que Hoi An, c'est intéressant, c'est à la fois, la mer et la campagne. Donc on a, cette fusion, des territoires et des gastronomies aussi puisque, le centre du Vietnam, est vraiment réputé pour sa gastronomie très raffinée qui mélange à la fois la terre et la mer et donc on passera une journée entière à vélo, à se balader. Alors c'est un territoire qui est assez plat, donc c'est vraiment, confortable de l'explorer à vélo. On ira dans un petit village, le village de Tra Thuê, voilà, qui a des potagers, donc on découvrira un peu comment les agriculteurs, gèrent un peu leur quotidien aujourd'hui, dans ce Vietnam du centre et on ira aussi dans le petit village de pêcheurs de Van Lang qui est à l'embouchure de la rivière Thu Bon qui se jette dans la mer. Donc un petit village charmant, entre, voilà, des petits bras de mer et puis, des palmiers, des cocotiers, à perte de vue et on montera avec les pêcheurs dans ces fameux bateaux paniers que vous voyez ici, en haut à droite, qui sont ces embarcations en bambou, toutes rondes, et en osier et ça, c'est vraiment les bateaux paniers, c'est vraiment l'emblème du centre du Vietnam. Quand on arrive dans le centre Vietnam, cette côte magnifique, avec ses plages, découpées, ces petites criques, on a, des bateaux paniers, partout. C'est vraiment l'emblème des pêcheurs. Donc évidemment, on montera à bord de ces bateaux paniers, on essayera de se dépatouiller un petit peu, avec les rames et de s'amuser à à gérer ces embarcations qui sont pas faciles du tout à gérer, mais qui sont totalement adaptées à ce voilà, à ces bras de mer, et à ce territoire un peu de delta. Et puis, on terminera, bien sûr en cuisinant aussi avec les pêcheurs, et les paysans du coin, voilà pour avoir, un peu cette introduction à la gastronomie, du centre Vietnam qui est vraiment, délicieuse et très raffinée. Voilà et puis la dernière petite visite, qui sera elle d'un ordre beaucoup plus culturel, ce sera le site de My Son sur lequel on va randonner. Donc c'est un site qui est perdu en pleine nature, qui est un ancien site Cham, donc des ruines, voilà, très intéressantes. Voilà, les civilisations angkoriennes, d'un point de vue, architectural et que l'on parcourra à pied, donc c'est au milieu de la nature. Ce sera aussi l'occasion voilà, d'explorer cette nature du centre Vietnam avant de repartir à Paris, bien sûr, depuis Da Nang. Voilà, on pourra aussi bien sûr prolonger si on le veut, son séjour en restant 1 ou 2 nuits, de plus à Hoi An qui est vraiment une étape, reposante, relaxante. On a voulu aussi pour cette collection, joindre le côté actif, au côté un petit peu, hédoniste, d'avoir si possible des hébergements, confortables et surtout dans des lieux empreints de sérénité. Voilà, Mmh. voilà pour le Merci beaucoup Vietnam. Clémence. Merci pour cette belle immersion, au Vietnam. Alors je vais voir si, vous avez, des questions. En tout cas, merci encore à toutes les 3 pour ces belles présentations. Je pense que ça vous a, autant donné envie que moi de voyager. Alors, donc on a, une question pour le Vietnam. Allez-vous inclure des visites d'artisans, poterie, textile, d'inanderie? Oui, alors on aura effectivement, dans le petit village, c'est vrai que je n'ai pas tout détaillé. Alors il y a un petit village, qui s'appelle Tuoi Bieu, qui est donc, du côté de Hue, dans lequel, on a effectivement, pas mal d'artisans qui continuent à pratiquer voilà, leur artisanat. Donc on aura notamment de la poterie et de la vannerie, voilà, puisque c'est assez, emblématique de cette région-là. Voilà, donc effectivement, oui, on Très bien, aura tout à fait, une rencontre avec des artisans parce que c'est très important au Vietnam. super. Merci beaucoup Clémence. Est-ce que,
certains d'entre vous ont d'autres questions, concernant ces voyages, concernant, les chemins d'exploration en général. En tout cas, comme vous le savez, hein, vous allez, retrouver tous les programmes détaillés sur notre site internet. Donc vous pouvez, les télécharger directement ou nous joindre au service commercial. Donc il y a moi, Sabrina, Gwendoline, ici présente, et notre collègue Kevin, que vous connaissez également sûrement. On pourra, vous les envoyer directement par mail ou par voie postale, n'hésitez pas. Alors, Il oui, y je vais. a oui, les vélos pourront-ils être électriques au Vietnam? Alors, a priori, on ne prévoit pas de vélo électrique parce que l'idée, c'est aussi d'être, que ces voyages soient un petit peu actifs. Alors, simplement, quand on prévoit des vélos, c'est vraiment sur des zones qui sont plates. Donc, il n'y a pas du tout d'idée de faire du mountain bike ou des choses comme ça. Voilà, après on peut toujours, vous savez, bon, chez Explorator, du fait qu'on ait des groupes qui soient, et aussi d'adapter bien sûr, certaines visites. Donc si certains voyageurs ont des craintes pour telle ou telle balade, qui leur semble peut-être un tout petit peu trop engageante sur le plan physique, on arrive toujours à aménager un peu le programme bien sûr, hein. Voilà, on s'y attelle. Maintenant, ça reste une collection qui est Mmh. plutôt active et donc il faut avoir envie, voilà, d'être dans une optique un peu, de bouger. Mmh. C'est un petit peu coupé, mais je pense que tu disais que c'est par rapport au nombre de participants Oui, qui est restreint, oui. Ça avait coupé à ce moment-là. Effectivement, voilà, entre 4 et ce qui 8 nous permet participants, d'adapter un oui, petit ça permet peu, certaines complètement, visites, pour tout à certaines fait. personnes qui peut-être sur une ou 2 balades, n'ont pas forcément envie de la faire et du Bien coup, sûr. on peut toujours Oui, aménager c'est quelque sûr chose que c'est d'alternatif. ouais, super, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, merci encore une fois pour votre présence. Nous espérons que cette nouvelle collection vous plaira et que vous aurez l'occasion, de voyager avec nous sur l'un de ces voyages, ou les autres, hein, bien sûr. Donc encore une fois, cette conférence sera merci à vous. Cette conférence est enregistrée, elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, à la diffuser, si ça vous a plu, et on reste à votre disposition, si vous avez des questions. On vous souhaite une très bonne après-midi et on vous dit à très bientôt.